En fait, le truc de je chante faux, c'est un petit peu la réponse facile à tais-toi, en fait. Souvent, les parents, quand l'enfant est un peu relou et qu'il n'arrête pas de chanter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va lui dire tu chantes faux, arrête. C'est un petit peu la réponse de la réponse passe partout. Alors qu'en fait, si on prend juste une définition de ce que c'est chanter faux, c'est ne pas chanter sur la bonne note. Là aujourd'hui, on critique souvent comme tu dis, le rap ou la pauvre Weshden qui s'en est pris, qui plein la tronche avec. Elle a dit un truc comme Aya Nakamura, où on les critique parce que ouais, ça sait pas chanter français, ça veut rien dire. Mais en attendant, ça fait. On est arrivé à un tel stade de mindset qu'en fait tout le monde s'en fout, tout le monde chante, ça nous fait tous plaisir, on était tous là à chanter la boulette de Diane ou à chanter Sous le vent de Céline Dion. Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique, et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Bon, Elena, merci déjà de prendre le temps de venir discuter avec moi. C'est cool. C'est cool, Avec c'est grand cool. plaisir. Merci Thomas et bonjour tout le monde. Un jeudi matin avant Noël, ça fait toujours plaisir. Elena, alors je vais pas te poser la question de te présenter parce que ça, je trouve ça archi relou. Ceux qui veulent en connaître plus sur toi, bah, ils ont qu'à écouter l'épisode en entier, ils en connaîtront plus sur toi. Je vais te poser une question pour commencer qui est un peu bizarre, mais qui va te faire réfléchir. Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans la vie? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais et qu'est-ce qui est ton moteur? Alors c'est une super question. Je pense que j'ai eu profondément depuis toute petite l'envie profonde d'aider les autres. J'ai commencé, enfin j'ai des souvenirs, j'avais 8 ans, j'ai créé un cours de solfège et j'ai donné un cours de solfège quand j'avais 8 ans à des étudiants, parce que ma mère est directrice de résidence hôtelière à Strasbourg. Et j'avais sur un paperboard marqué cours de solfège ce soir à 18h. Et en fait, il y a des étudiants de la résidence qui sont venus en mode, il y a quelqu'un qui, je sais pas, du conservatoire, qui va venir nous donner un cours gratuit. Et je me suis pointée, j'avais 8 ans avec mes cahiers de solfège en mode coucou, c'est moi. Donc je pense que aujourd'hui, je me suis développée dans le coaching vocal parce que j'ai vraiment trouvé ma voie pour le coup. Mais j'avais envie de, je sais pas, d'aider les autres, de les aider à s'élever, de les aider à découvrir qu'ils ont quelque chose de plus. Et ça m'a animée depuis toute petite. Et aujourd'hui, ouais, je le fais dans mon métier du coaching vocal depuis quelques années, mais en fait, dès que j'apprends un truc, j'ai envie de l'apprendre aux autres, en fait. Je sais pas, voilà, je pense que c'est ça qui m'aide à me lever tous les matins. Le fait de savoir que Ouais. je contribue et que, ouais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. j'aide Ouais. les autres. Mm. La transmission de connaissances que tu as, tu l'offres aux autres, c'est un truc qui se perd pas en plus. Ça se transmet et Ouais, on te le vole pas quand tu le transmets. Donc ça, c'est génial. C'est ouais, assez ouf quand exactement. même. Tu te dis 8 ans. 8 ans, commencer à faire des trucs comme ça, sachant qu'au final, toi tu as un spectre qui est un peu biaisé parce que forcément tu es entouré de musiciens, etc. Actuellement, enfin, tu es entouré de gens qui sont dans la musique et dans la chanson, mais c'est quand même quelque chose qui est pas super développé en soi. Tu vois, si moi j'auditionne mon entourage et je leur demande qui a déjà fait du solfège ou de la musique, bah, le pourcentage il va être faible en vrai. Ah, c'est Donc, vrai, c'est vrai. comment tu as commencé? Comment tu t'es lancé sur ce truc de la musique? Comment ça a commencé tout ça? Alors, quand j'étais petite, j'étais gardée par une nounou et enfin, elle m'a dit, là, plus dans les années, il y a pas longtemps, là, elle m'a dit, écoute, Elena, t'arrêtais pas de chanter. Même quand tu savais pas encore parler, tu murmurais, tu chantais des trucs. Donc, je pense que, je sais pas, je suis peut-être née avec ça, enfin, j'aimais bien chanter. Je chantais tout le temps. Je me rappelle qu'une fois, je sais pas, ma mère m'avait enregistré sur une cassette, en train de chanter des chansons pour faire un cadeau à quelqu'un. Enfin, il y avait ce truc-là depuis que j'étais toute petite, où j'aimais vraiment, vraiment bien chanter. Et puis, quand j'étais jeune, ma maman était tombée sur un reportage du JT de TF1 qui disait que les enfants qui avaient fait de la musique et les enfants qui étaient au conservatoire avaient des meilleurs résultats au bac. Et donc, du coup, à l'âge de 6 ans, elle m'a inscrit au conservatoire. Notamment, j'ai passé le concours d'horaire aménagé. Donc, je faisais comme sport-études, en fait. Je faisais moitié école, moitié conservatoire. Et en fait, ouais, je pense que ça me plaisait bien, en fait, cette histoire de musique. Je pense que c'est quelque chose qui m'a accompagnée depuis petite. Il n'y a pas eu un turning point, il n'y a pas eu un moment avec un déclic.
c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont encouragée dans cette voie-là. Mais au final, tes parents, ils faisaient pas ça de base. Non, 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 pas du tout. Mes parents aimaient chanter. Pour la petite histoire, mes parents se sont rencontrés dans une chorale. Donc du coup, Ouais, c'est quand le même. fun fact. C'était, ouais, ma mère, elle était enceinte dans la chorale, donc je chantais déjà avec elle à ce moment-là. Mais non, sinon, eux, ils jouent de la musique, mais un petit peu. Enfin, ils pianotent, ils gratouillent de la guitare, mais rien de bien élaboré en fait. Mais ils aimaient ça. Ils aimaient ça aussi. Ok, j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe parce que tu t'y connais mieux que moi, mais que la Ouais. musique, du moins le chant, sans se prétendre grand chanteur, etc., hein, c'est un truc qui est quasi quotidien chez le commun des mortels, mais qu'on s'avoue pas trop. Après, peut-être qu'il y a des gens qui chantent pas du tout, tu vois, genre dans leur voiture ou quand ils sont sous la douche, j'en sais rien, c'est des exemples faciles, mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu quotidien et c'est un skills qu'on n'apprend pas spécialement à développer, mais qui fait partie de nous. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que voilà, tu as des idées là-dessus? Pourquoi l'être humain, il aime bien chanter, tu vois? Chantonner, on va dire. Ouais, non, non, clairement. Bah, en fait, quand on regarde un petit peu la culture, alors en France, on chante un petit peu, mais il y a des pays où ça chante tout le temps dans les familles, en fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment une Mm. culture. Et quand on regarde chez nous, un petit peu en France, ben, il y a des moments du quotidien où tout le monde chante. Je prends l'exemple de joyeux anniversaire, tu vois. Il y a quelqu'un qui a son anniversaire, tout le monde va chanter. Tu t'en fous à ce moment-là de chanter bien, de chanter juste. En fait, tu es juste content de chanter parce que ça va faire plaisir à la personne. Pareil pour Noël, on est tous là autour du sapin, surtout quand on est parents et qu'on a des enfants. On est tous là à chanter avec les enfants. Ou alors on chante des berceuses. En fait, je pense qu'il y a vraiment une culture autour du chant qui est là pour faire plaisir, pour apaiser, pour donner de la joie. Et je pense que c'est dans ce sens-là, du coup, de manière très inconsciente, les gens l'utilisent sous la douche, dans la voiture, en karaoké. Moi, j'ai découvert qu'il y avait un vrai business de karaoké, parce que moi, c'est pas trop mon truc, puisque bah, je chantais. Enfin, j'ai jamais vraiment, comment dire, côtoyé les karaokés, mais j'y ai été il y a pas longtemps. Et j'ai vu qu'il y a vraiment un truc, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils y vont, ils se préparent. Et je trouve ça vraiment chouette parce qu'il y a un truc très décomplexé là-dedans. C'est-à-dire, on chante faux, on chante pas bien, c'est pas grave, mais on y va juste parce que ça fait plaisir et parce que ça fait du bien. Et je pense que c'est tellement répandu parce qu'au final, ça fait du bien de chanter. Ça libère plein d'endorphines, ça fait du bien au corps. Il y a toute une histoire de vibration où quand tu vas chanter, ça, on appelle ça la palesthésie, c'est-à-dire que ça va faire vibrer les os du corps et du coup, ça va amener de la détente, ça va amener du bien-être. Donc, je pense qu'il y a un effet qui est pas très répandu, mais qui est utilisé et qui est très inconscient. On chante Mm. parce que ça nous fait du bien, mais on ne se rend pas bien compte, en fait. Et du coup, se développe aussi tout un truc de, il y a des gens qui chantent pas, et je suis persuadée que les gens qui chantent pas, c'est parce qu'ils ont des croyances limitantes. Du genre, je sais pas chanter, je chante mal, je chante faux, je casse les oreilles de tout le monde. Mais en vérité, ceux qui s'en foutent, ils chantent. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est clair. D'ailleurs, est-ce que chanter faux, ça doit être une question qu'on te pose souvent. Ouais. C'est un truc qui Ouais. est genre irrémédiable. Tu chantes faux, t'es né comme ça, c'est mort. Tu chantes faux, tu chanteras faux toute ta vie. Ou est-ce que tu es capable de le travailler, de ne plus chanter faux avec du travail? Je Alors me en doute fait, de le la truc de réponse, hein, je mais chante faux, ouais. En fait, le truc de je chante faux, c'est un petit peu la réponse facile à tais-toi, en fait. Souvent, les parents, quand l'enfant est un peu relou et qu'il n'arrête pas de chanter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va lui dire tu chantes faux, arrête. C'est un petit peu la réponse de la réponse passe partout. Alors qu'en fait, si on prend juste une définition de ce que c'est chanter faux, c'est ne pas chanter sur la bonne note. Et très souvent, c'est tu chantes fort, ou alors tu j'aime pas comment tu chantes, ou alors tu chantes n'importe comment, etc. Je me rappelle que quand moi j'étais ado, j'avais ma cousine qui chantait un peu de manière théâtrale. Je sais pas, ça me dérangeait, son timbre de voix me dérangeait. La première chose que je disais tout le temps, c'est ah mais elle chante faux. Bah non, elle chantait pas faux. C'est juste qu'il y avait quelque chose dans sa voix qui me dérangeait, je savais pas quoi. Mais c'est quand on regarde mécaniquement ou mathématiquement, les notes étaient sur la bonne hauteur, étaient sur la bonne fréquence, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut juste remettre un tout petit peu de lumière sur je chante faux. Chanter faux, c'est juste ne pas chanter à la bonne hauteur. Et en fait, au final, quand on regarde un petit peu tout le monde, bah, c'est très rare que quand on chante Petit Papa Noël, Joyeux anniversaire, etc., qu'il y ait quelqu'un qui soit complètement à côté. Si je te donne un exemple de ce que c'est chanter faux, ça serait chanter Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tu vois, c'est la mélodie qui est complètement déformée en fait. ok, ouais. Mm. Quelqu'un qui chante, voilà, alors que tu pourras avoir quelqu'un qui chante où t'aimes pas trop
le timbre de voix, t'aimes pas la couleur de voix. Comme par exemple, joyeux anniversaire, un truc un peu, tu te dis, ça pique les oreilles, quoi. Mais c'est juste que c'est pas joli, ou c'est Mhm. pour une certaine catégorie de personnes vraiment pas beau. Mais c'est pas que c'est faux. J'aime bien utiliser l'exemple de Cendrillon. Je sais pas si tu connais ce Disney Cendrillon, où tu Évidemment, as je connais les Disney. ouais, c'est la base, on est né avec ça. C'est ça. Et tu as l'espèce de cours de chant avec la marâtre et ses deux filles, la Javotte et Anastasie. T'en as une qui joue de la flûte traversière et t'en as une autre qui chante en faisant chante, rossignol, chante, un truc mais insupportable aux oreilles. Tu as le chat qui sort et juste après t'as Cendrillon qui est en train de faire le ménage et qui chante chante, rossignol, chante, chante, rossignol, chante, un truc super beau quoi. Les deux chantent juste. Ok. Et là, je pense qu'il y a un mythe qui va se briser pour tes auditeurs parce que vraiment les deux chantent juste. Il y a juste ensuite la beauté de la voix, la mélodiosité, l'harmonie de la voix, le côté joli en fait de la voix qui est différent chez les deux. Donc c'est un mythe. On peut tous chanter juste, il faut juste apprendre. Comme tout, en fait, ça se travaille. Après, c'est sûr que tu as des timbres de voix qui, pour certaines personnes, vont Exactement. être sympathiques, d'autres personnes vont pas aimer. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs, je pense. C'est tout C'est ça. ce. Exactement. Et c'est la même chose en voix parlée. T'as des gens Mm. qui parlent comme ça et du coup c'est hyper insupportable parce que c'est super agressif. Et puis Mm. t'as des gens qui vont parler comme ça avec vachement d'art. C'est, c'est souvent le reflet de la personnalité, la manière dont on parle. On a un Ah, c'est timbre intéressant, de voix ça. qui colle Mm. avec notre personnalité. Ouais. C'est vrai. Mais ça se travaille aussi, tu vois, juste l'oration, le fait de. J'espère que je dis pas un mot qui n'existe pas, mais je crois que ça existe. Le fait de s'exprimer correctement pour Ouais. être audible et bien transmettre ton message, ça se taffe aussi juste sur un discours normal, tu vois, si tu donnes un cours ou un truc comme ça sans forcément Ouais. chanter, ça se travaille et c'est vachement intéressant, je trouve, pour apprendre justement à communiquer, sachant que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'être humain. C'est ce qui nous a fait évoluer, évidemment, ça c'est mon côté fan d'anthropologie qui parle, mais c'est ce qui nous a fait évoluer et dominer, entre guillemets, la planète, même si on est plus bête que certains animaux, je pense, mais bref, ça nous a fait vraiment évoluer. Je pense que la parole est quelque chose de très important qu'on néglige peut-être beaucoup aujourd'hui, à l'heure où on parle moins, parce qu'on envoie plus de messages, on envoie plus de mails, plus de textos, etc. On voit de moins en moins de personnes, mais ça se travaille et c'est pas négatif en soi. Il y a peut-être certaines personnes qui vont dire, ouais, mais tu travailles ta voix, tu fausses un petit peu qui tu es. Non, c'est juste que c'est un skills comme un autre, moi, je pense, tu vois. En Si fait, tu... justement, je pense qu'il y a deux choses. Dans l'art Ouais. oratoire, euh, on a, juste pour revenir sur ce que tu disais avant, le verbal et le non-verbal. Le Mhm. verbal, qu'est-ce que c'est? C'est la phrase. C'est ce que tu vas écrire dans ton discours sur ta feuille. Et le non-verbal, ça va être ta posture, ta gestuelle, ça va être ton intonation, ton timbre de voix, etc. Et je trouve ça justement super intéressant de bosser ça. Et je comprends les personnes qui disent non, non, moi je veux pas bosser sur ma voix parce qu'après ça va être fake. Pourquoi? Parce que je vois énormément d'entrepreneurs qui veulent en mettre plein la vue. Tu sais, c'est les mêmes, ceux qui ont les grosses montres, les costards un peu trop serrés et qui te promettent de faire 1 million en 2 jours. C'est les mêmes, hein. Eux, ils ont le package du cliché, et qui vont avoir une voix comme ça. C'est toi aussi, machin, Et c'est fabriqué, en fait. Et du coup, c'est super fake, parce que eux, pour le coup, ils ont une voix fabriquée. Et qu'est-ce que c'est une voix fabriquée? C'est une voix qui est complètement déconnectée de toute émotion. Et du coup, déconnectée de toute authenticité. Donc en fait, le petit tips là-dedans, c'est que si vous voulez avoir une voix authentique, mais pour autant avoir plein de possibilités, de couleurs, de spectres, et avoir une voix du coup qui soit pas très monotone, parce que c'est ça le problème. On a peur d'avoir une voix monotone, une voix qui est tout le temps la même et qui va endormir les gens. Là, Mhm. le but, c'est de développer justement toutes ces facettes de sa voix, d'explorer le potentiel de sa voix, tout ce qu'on est capable de faire. C'est la même chose en sport. C'est comme si, ah bah non, pour une femme, c'est souvent ça. Je pas envie de travailler les pecs parce que sinon, je vais ressembler à un mec et à Laure Manodou. C'est pas trop le but, quoi. Pareil, j'ai pas envie de développer les bras. Moi, je veux développer les cuisses, abdos, fessiers. Je pense que ça, on te le dit souvent. J'ai pas envie de développer le reste. Mhm. Mais c'est pas pour autant que tu vas ressembler enfin, Non, voilà, mais c'est ça sûr. se Ouais, bien gère, sûr. Mhm. se dose, ça se gère. Et voilà, je pense qu'il faut pas tomber dans l'extrême non plus. Et c'est la même chose avec la voix. Au contraire, je pense qu'il faut explorer tout ce qu'on est capable de faire. La même chose en sport. Il faut explorer un petit peu les capacités musculaires qu'on peut avoir. Et puis après, doser en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on a besoin et ce qui nous ressemble, en fait. Carrément. Trouver sa voix au final, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais Ouais. ça va avec, et la métaphore est bonne. Si je reviens sur un terme un peu plus technique, alors on n'en a pas parlé
en face à face quand les fois où on s'est vu, mais moi, je suis vraiment un grand fan de musique depuis que je suis tout petit. J'ai fait du solfège, etc. Ouais. Parce que, pareil, mes parents, bon, moi, je viens d'un milieu où voilà, je pouvais vite me faire engrainer à l'école par mes potes. Donc, Ok. ils m'ont mis à faire de la musique pour que justement je sois un petit peu déconnecté de ça. Ça me plaisait pas au début parce que c'était forcé, tu vois. On me forçait à le faire, mais au final, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Je suis un vrai fan de musique. Alors, on n'écoute sûrement pas le même style de musique, mais je suis vraiment, moi, c'est obligé que je passe au moins 1 à 10 heures par jour soit avec mes AirPods, soit sur ma chaîne IFI à écouter de la musique, c'est obligatoire pour moi, c'est vraiment un besoin. Quand tu parlais de hauteur tout à l'heure, Mm. de voix, comment tu pourrais l'expliquer à des gens qui n'y connaissent vraiment rien d'un point de vue musique et d'un point de vue note? Je ne sais pas comment l'expliquer parce que moi, j'aurais beaucoup de mal à vulgariser ça. Des fois, j'essaye d'expliquer à Simon parce que lui, il Ouais. n'y connaît rien du tout. Mais j'ai vraiment du mal à le vulgariser, tu vois. En fait, et ça va être intéressant pour les personnes qui nous écoutent parce que je pense que c'est des personnes qui justement utilisent leurs muscles, travaillent un petit peu le sport et tout ça. Et en fait, c'est super en corrélation. C'est-à-dire que on a plusieurs, comment dire, on a décomposé les hauteurs dans la voix par trois termes qui sont l'aigu, dans le haut, même, alors je dis dans le haut de la voix, mais ça peut être sur le haut du piano, ça peut être sur le haut du violon. Il y a cette partie un peu plus haute qui va sonner aiguë. On va avoir la partie au milieu qui s'appelle le médium et la partie vers le bas qui s'appelle les graves. Donc si je te chante par exemple une phrase dans les trois hauteurs pour qu'on puisse entendre, puis je le ferai aussi en voix parlée après, on aurait, je sais pas moi, allez, on prend un truc de saison. Si je chante All I want for Christmas is you, ce sera plutôt dans les graves. Je vais aller dans les médiums. All I want for Christmas is you, ici dans les médiums. Et ensuite dans les aigus. All I want for Christmas is you. Un truc comme ça, par exemple, dans les aigus. C'est trois hauteurs différentes. Pareil en voix parlée. Je peux très bien parler avec une voix très très grave. Je peux aller parler un peu plus dans les médiums, ce qui est un peu plus le quotidien. Ou alors aller chercher un truc vachement dans les aigus, qui n'est pas très utilisé en voix parlée au final. On travaille plutôt dans les graves et dans les médiums. Et, euh, et en fait, le rapport avec l'énergie, avec les muscles, c'est que plus on veut aller dans les aigus, plus il va falloir engager de l'énergie. Plus on veut aller, voilà, plus on veut aller haut, plus on veut aller chercher des notes aiguës, même en voix parlée, plus il va falloir engager le corps, engager de l'énergie. Et nous, ce qu'on utilise le plus dans la voix parlée et dans la voix chantée, c'est le transverse. C'est le muscle principal de notre système de soutien. Dès qu'on veut aller chercher un peu plus de hauteur, on va solliciter le transverse, notamment. Ouais, bah, c'est le muscle le plus profond des abdos. Des C'est lui abdos. qui permet C'est ça. d'envoyer de l'air au final, C'est ça, d'expulser exactement. entre autres. C'est Ouais, intéressant hein, parce que ça fait vachement de lien avec tout le travail musculaire, justement, chose que ouais, les gens peut-être se doutent il y a un travail musculaire à faire, même de relâchement au final, parce que si tu absolument. crispes au niveau de la mâchoire, au niveau du cou, etc., bah forcément, tu as plus de mal à exprimer. Tu as vu, je connais deux, trois trucs, hein. Ouais, carrément. Ouais, et Donc puis ça c'est c'est intéressant, hein. fameux. Ouais, et c'est la fameuse position de forçage, hein. Tu vois, moi, mes abonnés me demandent le plus souvent, mais Elena, comment je fais pour pas forcer? Et ça, c'est quelque chose, du coup, je pense, qui vient de l'héritage du sport. Parce que les gens ont compris, je pense que c'est un peu, comment dire, inconscient, que quand tu vas aller dans les aigus, comme quand tu veux crier ou appeler quelqu'un au loin, tu as besoin d'énergie. Tu vas jamais appeler quelqu'un à l'autre bout de la rue en faisant Hé, hé. Tu vas forcément mettre plein d'énergie à faire Hé. Et tu vas appeler quelqu'un de l'autre bout de la rue. Et en fait, c'est assimilé à un choc d'énergie tout d'un coup. Je vais donner une espèce d'impulsion, comme un choc électrique, une espèce de gainage tout d'un coup de et je vais aller faire mon son. Le problème, c'est que quand tu restes comme ça en espèce de verrouillage ou quand tu restes figé comme ça sur une contraction, c'est exactement ce que tu disais avant, tu vas avoir des parties qui vont se crisper, comme la mâchoire et la gorge. Le problème, c'est que si tu chantes en étant crispé de la mâchoire et de la gorge, tu vas forcer. Et le forçage amène à de la fatigue vocale, amène à une voix qui se casse et amène à du coup de la récupération ou un problème sur quelques jours après pour continuer à chanter. Et quand je vois souvent dans l'univers du sport les personnes dans l'haltérophilie ou tu sais en train de soulever des larges, enfin des lourds poids, on voit souvent on voit souvent ce son-là de je fais un son en même temps où
je lève mon poids pour, je sais pas, m'aider à exprimer la douleur, etc. Mais le problème, c'est que ça fait super mal à la gorge. Et souvent, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais les grands champions d'haltérophilie, ils ont une voix complètement pétée, en fait. Parce qu'ils ont une voix un peu comme ça, à force, parce qu'ils ont tellement forcé sur la voix en levant les poids, Ok, en soulevant de la fonte, si je peux dire ça comme ça, que du coup, ils ont une voix complètement ouais, abîmée. Parce que ok. quand tu serres au niveau de la gorge, on a les muscles constricteurs. C'est les trois Mhm, muscles constricteurs de la gorge qui vont nous aider à créer un conduit sain pour le larynx qui monte notamment quand on déglutit. Et en fait, ces trois muscles constricteurs, quand ils serrent beaucoup trop le larynx, les cordes vocales vont plus pouvoir vibrer correctement. Et c'est là qu'elles vont se créer des bleus, si je schématise un petit peu ce qui se passe. ok. Donc, très clairement, absolument d'accord avec ce que tu dis. Il faut faire super attention au moment où on contracte, que ça soit une contraction saine et qu'il n'y ait pas de tension ni au niveau du visage, de la mâchoire, ni de la gorge. Et qu'en fait, la contraction qu'on fait au niveau du transverse, elle soit pas figée, mais qu'il y ait un vrai mouvement. Et tu Mhm. parlais de relâche. Il y a vraiment ce mouvement à créer entre je relâche mon ventre, je vais avoir un petit moment d'inconfort parce que je relâche complètement mon ventre et ça fait un petit peu un gros ventre, un ventre un peu ballonné. Et ensuite, je ramène mon nombril vers la colonne vertébrale sur un mouvement fluide grâce au mouvement de mon transverse, mais je vais pas d'un coup sec. Parce que si je vais d'un coup sec, je vais avoir ce mouvement de verrouillage et je vais me faire mal en fait. Ok. Bon, il y a plein de trucs techniques au final, hein. C'est pas que juste chanter pour chanter. Tu vois, il y a beaucoup de Exactement. travail, évidemment, mais comme tout. Euh, Qu'est-ce qu'ils viennent chercher les gens qui te contactent pour soit apprendre à chanter, soit mieux chanter? Je sais pas, je pense que tu as différents types de personnes. Mm. Qu'est-ce qui ressort la plupart du temps? Est-ce que c'est des gens qui chantent déjà et qui veulent perfectionner? Ou est-ce que c'est des gens qui ont juste envie de se mettre à chanter, tu vois? Ouais, alors j'ai les deux profils. J'ai plein de profils en fait, c'est vachement éclectique. J'ai des débutants à qui on a dit tu chantes pas bien, à qui on a dit tu chantes faux, à qui on a dit le chant c'est pas pour toi, et qui du coup euh, sont un petit peu passés à côté. Ils aimeraient bien chanter, ils chantent comme tu disais pour eux dans la voiture ou sous la douche, mais il n'y a pas vraiment de, comment dire, ils osent pas en fait tellement chanter. Et en fait, je, je, je leur dis que il y a juste à travailler. Ils viennent chez moi justement pour apprendre des bases et pour vraiment euh, venir travailler autant la technique vocale que le mindset. Ça, je pense que toi, tu dois le bosser beaucoup aussi en sport, le mindset, parce que selon moi, c'est ce qui fait la moitié du boulot en fait. T'as beau avoir des bonnes capacités, que ce soit en chant ou en sport, si derrière l'état d'esprit, la condition mentale, elle suit pas, il y a rien qui marche quoi. Donc, hyper important de se conditionner mentalement pour que ça puisse fonctionner. Et à côté de ça, j'ai aussi la plus grande part de mon marché, je pense, la plus grande part de mes clients, c'est des personnes frustrées. Parce qu'il faut savoir que le chant est pas ultra bien enseigné en France. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai été même moi dans cette position-là pendant des années, en tant que chanteuse et en tant que coach vocal, où en tant que chanteuse, enfin je chantais, j'avais une carrière de chanteuse, tout ça, mais j'étais ultra frustrée parce qu'il y avait des aigus que j'arrivais pas à avoir, une puissance vocale que j'arrivais pas à avoir, et je comprenais pas d'où ça venait. Et j'ai écumé plein de profs partout en France et ailleurs, et je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui me fasse chanter comme je voulais en fait. Peut-être que tu as ça aussi, des gens qui viennent, soit qui n'arrivent pas à perdre de poids et qui sont frustrés, soit qui n'arrivent pas à se muscler correctement et qui sont frustrés et qui décrochent au bout d'un certain moment. Moi, c'est vraiment mon type de client, en fait. J'ai vraiment ce cas-là. Et en fait, même en tant que prof, à un moment donné, j'étais un peu frustrée parce que j'avais des résultats, mais pas aussi vite que ce que je souhaitais. Et je tournais des fois un petit peu en rond. Et du coup, j'ai commencé à me former. J'ai deux diplômes de coaching vocal. Un à Paris que j'ai fait avec Richard Cross, qui est une icône du coaching vocal en France, qui a accompagné tous les plus grands chanteurs, hein, que ce soit Annie Lennox, que ce soit Calogero, Morane, enfin bref, toutes les grandes stars, Zazie, Camille, etc., de la scène française. Il a ouvert une école de coaching et j'ai suivi son cursus de prof diplômé en 2015. Et ensuite, je me suis formée à l'étranger. J'ai découvert une super école de coaching vocal à Copenhague au Danemark. Et je me suis formée là-bas pendant 3 ans. Et j'ai maintenant un diplôme de cette école-là, un diplôme international de coach vocal. Et en fait, aujourd'hui, à cause de cette connaissance-là que j'ai accumulée dans ces différents centres de formation et de l'expérience que j'ai, je pense que j'arrive assez facilement et assez rapidement, aller en l'espace de 5-10 minutes, j'arrive en coaching à pouvoir débloquer une problématique. Et au travers de ça, j'ai créé un système
qui fait que même avec des vidéos YouTube, les gens ont des résultats ultra rapidement. Et je pense que du coup, ça a apporté vraiment un besoin à ce marché des chanteurs avancés qui sont soit amateurs, mais qui ont envie d'aller plus loin, soit des semi-professionnels, soit même des pros, qui étaient dans une espèce d'impasse comme moi je l'étais pendant des années, et qui, grâce à ces différentes techniques que j'ai ramenées et qui sont pas très connues en France, bah, apportent des vraies solutions, des vrais, comment dire, des vraies solutions logiques à comment se place la voix, comme ce que je t'ai dit avant. Ben, c'est très carré. Il y a l'aigu, le médium et le grave. Tu mets plus en plus d'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est le transverse. Et il faut faire attention de ne pas forcer, sinon tu n'y arrives pas, quoi. Tu vois, il y a un truc très précis. Alors que le chant, tu vas au conservatoire, c'est hyper imagé. La prof va te faire chanter des vocalises pendant 45 minutes où tu reproduis juste à l'oreille ce qu'elle, elle fait sans explication. Tu vois, c'est comme un coach sportif qui va te montrer des crunchs et qui va te dire fais-les. Sauf que toi, comme t'as pas les trucs de base, tu vas te faire mal au cou, tu vas te faire mal au dos. Et puis, ah bah ouais, mais le prof, comme il sait pas, il dit, ah bah ouais, mais c'est toi qui le fais mal. Bah ouais, mais aide-moi à Hmm. mieux le faire, quoi. Ah bah ouais, mais je sais pas, copie-moi. Et imagine que t'es, je sais pas moi, imagine que t'es Usain Bolt, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça fonctionne pas. Il manque des données anatomiques, il manque des données techniques. Et c'est ça que je suis allée chercher notamment au Danemark. Et c'est ça qui me manquait et qui aujourd'hui fait que j'arrive à avoir des résultats plus rapidement et à apporter un nouvel éclairage sur la voix, en fait, de manière générale. Bah, c'est de la pédagogie au final, mais tu l'as dit au tout début. En gros, je pense que toi comme nous, on aime aider les autres et au final, Ouais. on va brasser des gens qui n'ont pas trouvé les bonnes solutions ailleurs. Et nous, on veut que la satisfaction client, même si c'est pas, tu vois, c'est pas comme ça qu'on le voit. On se dit pas, ouais, je veux que la satisfaction client soit bonne, mais tu veux vraiment Ouais. aider les gens. Et quand les gens réussissent pas, s'ils ont mis en place ce que tu leur as dit, hein, quand les gens réussissent pas à atteindre leur objectif euh, à travers toi, et bah, tu es un peu déçu, tu vois. Tu le prends, enfin, moi, personnellement, tu vois, je le prends un peu personnellement et je me dis, merde, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et c'est que j'ai pas été bon pédagogue. Donc, la pédagogie, c'est pas juste, vas-y, fais comme moi. Évidemment, ça, ce serait trop facile. C'est Ce ça. serait beaucoup trop simple. Il y a plein de petits tips. C'est ça. C'est la différence, selon moi, entre le professorat et le coaching. Un Mhm. professeur, il a son cahier, il a sa méthode, et c'est à toi de rentrer dans le moule. Alors que le coach, c'est l'inverse. C'est à lui de s'adapter au coaché et de trouver, de prendre un espèce de gros trousseau de clés et d'essayer toutes les clés qu'il a pour voir lequel rentre dans la serrure. Alors que le professeur, il a sa serrure, et c'est à toi de faire en sorte de ressembler à la clé qui va ressembler dans la serrure. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de coach et que j'aime pas tellement le côté professeur, parce que tu sais, il y a une espèce de, selon moi, je sais pas si tu le ressens comme ça, toi qui as un petit peu été aussi dans le milieu de la musique, mais il y a le côté professeur, c'est le professeur de solfège, c'est le mec qui est au-dessus et toi t'es en dessous, quoi. Alors que le coach, selon moi, c'est vraiment quelqu'un qui vient se mettre à ton niveau, qui vient te chercher là où tu es et t'emmener là où tu aimerais arriver. Alors que le professeur, il t'attend là où tu aimerais être, tu vois, il t'attend, il te regarde de loin, il te fait un petit coucou, et il y a rien qui se passe, quoi, parce que ben Ah, c'est bien super sûr, bien sûr. Bah, malheureusement, quoi. bon, après, moi, mon expérience, elle est pas, je pense, elle représente pas tout, tu vois, mais moi, c'était très élitiste. Et du coup, Exactement. moi, j'ai jamais été dans ce moule-là et je me faisais virer de cours tout le temps. Et tout le temps, je devais Oui, aller dehors parce que je respectais pas le cadre, tu vois. Et pour autant, vraiment, moi, je suis quelqu'un de vraiment passionné par ça, tu vois. Si je devais garder un truc dans ma journée, tu me dis, bah, tu préfères manger ou écouter de la musique? Je te jure, je vais te dire, je préfère écouter de la musique, tu vois. Donc, et du c'était juste, coup, c'était pas adapté à moi, tu vois. qu'est-ce que ça t'apporte d'écouter de la musique? Je trouve ça super intéressant. Toi, ça t'apporte quoi d'écouter de la musique? Ah, je sais pas, moi, ça m'apporte, je vais te dire, quasi toutes les émotions du spectre d'émotions, dans le sens où ça va me donner du plaisir. Des fois, ça Mmh. va me rendre triste si la musique est triste et que je suis dans un mood triste, tu vois. Ça va me donner beaucoup de motivation si je mets de la musique quand je m'entraîne, par exemple. Ça va me Mmh. permettre de me concentrer quand je travaille. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à travailler avec de la musique. Moi, c'est quasi obligatoire. Mais j'écoute Mmh. pas forcément les paroles. Mais ça, voilà, Ouais, ça m'aide à me concentrer. Ça me fait passer par un spectre hyper large en fonction de ce que j'écoute, en fonction du moment. Et je trouve que c'est un catalyseur de plein de choses. Et j'ai une voilà. petite particularité qui m'est propre, je pense. Je vais écouter une musique deux fois, je vais la connaître par cœur. Je te jure, peu importe la Waouh! musique, si je l'aime bien, Mmh. en deux, trois écoutes, je la connais par cœur. Et du coup, j'ai un répertoire. Franchement, quand qui veut. Comment ça s'appelle Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, comment ça s'appelle ce inscris-toi truc-là? à comment ne pas oublier les paroles, ne pas oublier Voilà, les c'est paroles. ça, c'est ça. N'oubliez pas les Ça, paroles, n'oubliez quand pas les ce sera paroles. passé sur un spectre un peu plus récent, tu vois, genre à partir des années 2000, on va dire, et bah, je vais m'inscrire, je te jure, je vais gagner, je vais rester en place Ah pendant waouh! 10 ans. Super impressionnant et tu arrives à savoir
pourquoi, comment, s'il y a un truc particulier que tu fais? Non, c'est juste comme ça. Aucune idée. Je pense que c'est parce que tout simplement j'aime, tu vois. J'aime vraiment profondément. Ouais. Genre Non, mais profondément j'aime, tu vois. ouais, je pense que tu as tout dit. Je pense que la mémoire fonctionne avec le plaisir. Ouais, exactement. Et quand tu aimes quelque chose, quand tu prends du plaisir à faire quelque chose, ça va plus facilement. Et en plus de ça, ben, ça permet de mémoriser plus facilement aussi la chose, quoi. Donc, ouais, carrément. Et dans votre espace de sport, je sais que vous avez créé un espace enfin, Ouais, une salle on a une qui est salle à vous. chez nous, ouais. Ouais, yes. Ouais, génial. Et ben, là-dedans, je suppose que vous mettez de la musique aussi pour les Bien personnes qui sûr. viennent vous voir. Évidemment. Magnifique. Évidemment. C'est quel genre de Toujours. musique que vous mettez? Alors, nous, bah, c'est plus ce que j'écoute moi. Tu vois, moi, je vais écouter plutôt du rap, rap français, rap américain, peu importe. Ouais, Ça peut être du hard rock aussi, parce que des fois, ça va être dans. J'assimile beaucoup les deux. Au final, pour moi, c'est un peu ouais, je suis les carrément mêmes d'accord. cultures, Carrément un d'accord. peu en norme. Enfin, pas dans la norme plutôt, même si aujourd'hui Ouais, la musique urbaine, ils appellent ça, je déteste ce terme, c'est devenu le truc qui est le plus écouté, je crois, en France. Donc c'est devenu bah, la norme, au final, tout le monde écoute ça maintenant, tout le monde ouais. entre guillemets. Sinon, ça peut être des trucs un peu plus... je vais pas appeler ça de la techno, parce que c'est pas vraiment de la techno c'est un peu plus particulier, mais même, je pourrais écouter, tu vois, je pourrais écouter la bande son du film Batman, je pourrais écouter la bande son de Jurassic Park, tu vois, des musiques comme Mm. ça qui me font penser à des trucs un peu particuliers. Je peux écouter du Mariah Carey, tu as chanté du Mariah Carey tout à l'heure. Je peux écouter du Céline Dion, vraiment du Céline Dion. Des fois, ça passe quand je m'entraîne. Je sais pas, Mm. il y a pas de logique. Et Ouais. j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent là-dedans parce que, tu vois, pour Mm. rigoler sur les réseaux, on s'est dit, vas-y, bah, tu sais quoi, on va faire une playlist Spotify avec tous les sons qu'on écoute pour s'entraîner. Parce que les gens, à chaque Mm. fois que je mets une story, ouais, c'est quoi la musique, je kiffe, machin. J'ai fait une playlist, il y a plein de gens qui sont abonnés dessus et il y a de tout et du n'importe quoi. Tu peux entendre du Booba, du Jay-Z, du Rihanna, du Mariah Carey, du Céline Dion, du Metallica, la bande son de Dragon Ball Z. Il y a tout et n'importe quoi et les gens kiffent, tu vois. Donc au final, je trouve que c'est assez fédérateur. Carrément. On n'aime pas Carrément. forcément les mêmes musiques que les autres, mais Carrément. il y a toujours, tu vois, moi, ce qui m'intéresse dans ces sons-là, c'est quand même la musicalité qu'il y a derrière. Mm. Tu peux être amateur de rap ou pas, je ne sais pas si tu aimes bien ça, là n'est pas la question, mais il y a toujours quelque chose, il y a une émotion qui est distribuée via la musique. Tu vois, par exemple, moi, j'aime pas trop bon, c'est plus trop à la mode, mais le slam, vraiment les paroles style rap, mais sans musique derrière, sans instrumental. Ça, j'aime pas. Tu vois, même si le discours, il peut être cool, ça me parle pas du tout parce qu'il n'y a pas cette mélodie derrière. Donc, je Ouais. pense que c'est plus ça qui m'attire qu'autre chose. Je pense qu'au final, le fil rouge de tout ce que tu as cité, c'est qu'au final, il y a quand même une espèce de, comment dire, d'énergie, de motivation derrière. Hmm. C'est-à-dire que tu peux trouver une espèce que ça soit chez Maria Carey ou chez Céline Dion ou dans du rap, il y a cette énergie-là de motivation. Et enfin, voilà, tu mettrais pas London Grammar, hein, je sais pas si tu connais London Grammar, mais c'est une espèce de truc un peu dépressif où si tu fais du Adèle, sport avec on peut mettre Adèle. Grammar, voilà, Adèle, c'est juste pas possible, quoi. Parce que il manque l'espèce de feu énergétique. D'ailleurs, tu mets du David Guetta, ça fonctionne, quoi, parce que Hmm. ça donne la motivation. Et je pense que au final, ça va être le fil rouge. Et je pense qu'effectivement, quand tu fais du sport, et moi je sais que c'est la même chose, quand je fais du sport, j'aime bien me mettre une musique qui va me mettre dans une émotion et dans un mood, qui va me mettre dans un état où ça va m'aider à me mettre des coups de pied aux fesses quand j'ai juste pas envie ou quand j'ai envie de lâcher. On se rend compte que finalement la musique va nous pousser à continuer, à aller au bout de nos retranchements, va vraiment nous permettre d'aller jusqu'au bout, quoi. J'ai aussi une playlist spéciale sport avec que des musiques comme ça un peu Ouais, ça marche bien, badass. ça. Ça marche bien, Ouais, généralement. ça marche vraiment bien. Et comme tu le disais, simplement parce qu'il y a une symbolique derrière et parce qu'il y a de l'émotion. Hmm. Comme quoi, du coup, au final, et c'est ce qu'on retrouve, tu vois, quand l'entraîneur de l'équipe de France va les remotiver à la mi-temps, c'est la même chose. Il va donner de l'énergie, il va donner de la motivation, il va donner ce coup de pied aux fesses qu'on peut retrouver parfois dans certaines musiques qui vont nous motiver, soit à travailler, soit à aller faire une séance de sport, soit je ne sais quoi, quoi. Donc, ouais, Mais c'est intéressant. tu vois, c'est vraiment un des trucs les plus fédérateurs qui existent Ouais, en soi, c'est parce vrai. que je te reprends l'exemple, là, la Coupe du Monde vient de finir. Ils écoutaient tout le temps une musique suite aux victoires en boucle, tu vois, et ils célébraient dessus. C'était Mm. Feed from Desire, je crois, un truc Ouais, un peu vieux. ouais, Et pareil, si tu mets ça dans le quotidien des gens, genre, je sais pas, t'es à un mariage, il va toujours y avoir de la musique après, les gens vont danser, ils vont communier vraiment. autour d'un son et tout. C'est un truc qui est
fédérateur et il y a peu de choses comme ça en vrai dans notre quotidien. C'est clair, et puis c'est universel, hein. C'est Mm. universel, tout le monde le chante. Tu vois, moi j'habite aux États-Unis, j'étais dans le taxi l'autre fois, j'entendais le gars chanter sur du Maître Gims, quoi. Et j'étais là, genre, et je dis, mais vous comprenez les paroles? Il me dit, ah, pas du tout, mais j'aime bien cette chanson. Je trouve ça fou parce que, en fait, la musique, c'est un langage au-delà de juste les paroles. C'est un langage, comment dire, inconscient, avec Mm. où les personnes font passer des messages juste par l'intonation de la musique, la hauteur de la musique, la mélodie, la rythmique, etc. Et je pense justement que c'est ça, et je suis d'accord avec toi, moi j'ai du mal aussi avec le slam, parce que en fait, le slam, t'as beau avoir un petit piano derrière, tu prends Grand Corps Malade, t'as un petit piano, etc. C'est une musique, ou c'est un style de musique que tu écoutes, comment dire, qui est plutôt dans une dynamique de méditation. Tu vas Mhm. t'asseoir chez toi avec un petit chocolat chaud, la cheminée, t'écoutes ça te fait penser à la vie, ça te fait réfléchir. Et non, mais tu vois, c'est vrai, quand t'écoutes Ouais, ouais, carrément. alors qu'en fait, on perd un petit peu ce côté universel là-dedans parce que tu peux te raccrocher à rien. Alors que dans le rap, même si tu comprends pas, tu peux te raccrocher à la rythmique parce que la différence entre le rap et le slam, c'est la rythmique. Le rap, comment dire, le texte, il est dit en rythme. Alors que le slam, c'est juste parler. C'est la différence entre les deux. Et de temps en temps, dans le rap, évidemment, t'as de la mélodie, donc tu as le côté auteur qui est rajouté, le côté grave, médium, aigu qui est rajouté en plus de la rythmique. Mais du coup, dans le slam, tu peux te raccrocher à rien. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant et qui, du coup, le rend un peu moins universel. Donc, le côté fédérateur, c'est de se raccrocher sur une rythmique. Parce que même si tu connais pas les paroles, tu peux chanter du yaourt et être en rythme avec les autres. Et pareil pour la mélodie, même si tu connais pas les paroles, ben, tu peux te raccrocher sur une espèce de hauteur, quoi. Donc clairement, dans la Coupe du Monde, ce que tu disais, je sais pas si tu as regardé les réseaux sociaux, mais VG Dream, je sais pas s'il est parti à la retraite, hein, mais tout le monde arrêtait pas de lui dire, mais mec, c'est quand tu veux pour nous écrire une chanson, quoi. Tout Mm. le monde avait envie de chanter la version 2 de Ramène la coupe à la maison, parce que c'est le côté fédérateur de, on est en train de regarder le match, et puis on va se motiver, allez, c'est parti, on chante un truc, quoi. Donc Ouais, mais c'est ouais, clair. c'est fédérateur. Mm. Mais c'est... Et au final, tu vois, ce genre de son, tu mets le texte sur papier, t'imprimes, Mm. tu le donnes, tu fais putain, mais non, mais je vais pas chanter ça, tu vois, c'est ridicule. Et en fait, tu le chantes parce que l'énergie, elle est là. Exactement. Et tu vois, ça va avec la rythmique et tout. Mais si tu mets sur papier comme tout le rap que j'écoute actuellement, franchement, ça n'a pas de sens. Tu vois, Ouais, ouais. parfois, il y a des messages et tout, mais en vrai, ça n'a pas de sens. Et malgré ce fait-là, tu vois, ça te transmet des émotions qui sont, je trouve, incroyables. Après, il y a des gens, je connais quelques personnes qui sont insensibles à ça. Hmm. Mais je Ouais, trouve que c'est quand même très rare. ouais, ouais, non, c'est vraiment rare. C'est vraiment super rare. Tu sais, c'est comme la Marseillaise au final. C'est pareil, si tu regardes qu'un sang impur abreuve nos sillons, enfin, c'est aussi ardos, quoi. Par contre, tout le monde chante Allons, enfants de là, tu vois. Hmm. C'est c'est vraiment pareil, c'est dans les mœurs. C'est dans les mœurs. T'as l'hymne national que t'es fier de chanter. Pareil, tu mets les paroles sur le papier, ça fait flipper, quoi. Donc, voilà, ça va dans un sens ou dans l'autre. Je pense que c'est quelque chose d'assez universel qui a, comment dire, passé toutes les générations. Là, aujourd'hui, on critique souvent comme tu dis, le rap ou la pauvre Weshden qui s'en est pris, qui plein la tronche avec. Incroyable, Weshden. Ouais, Incroyable. elle a dit un truc comme Aya Nakamura, où on les critique parce que ouais, ça sait pas chanter français, ça veut rien dire. Mais en Non, mais attendant, tout ça le monde a écouté fédère. la musique, hein. Ouais. Mais bien sûr, en attendant, ça fédère. Tout le monde connaît ces chansons-là. Et au final, quand tu regardes des vieilles chansons et quand tu regardes les paroles, ça fait tout autant flipper, quoi. Donc, je pense qu'il faut avancer avec son temps. Il faut pas critiquer. Il faut pas. Le plus important, c'est que ça donne de la joie, en fait. C'est ça le plus important, selon moi. Si Je on suis fait bien des fautes, d'accord. c'est pas grave, quoi. Carrément. Franchement. Est-ce que, si on devait parler un peu plus boulot maintenant, est-ce que les gens qui te contactent pour du coaching vocal, au final, ils viennent pas travailler aussi un peu de coaching tout court, tu vois, mindset, tu l'as dit tout à l'heure, donc je sais que la réponse est oui, mais via justement les émotions que Clairement. transmettent la musique et comment tu le gères, toi? En fait, c'est super inconscient. La plupart de mes clients viennent, alors, soit parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont super frustrés, soit parce qu'ils ont des croyances qu'ils peuvent pas chanter. Ça, c'est une catégorie de personnes. Mais j'ai certaines personnes qui sont complètement coincées, qui sont complètement bloquées, en fait, qui arrivent pas. J'ai, en fait, il y a plusieurs exemples. J'ai deux exemples en tête de deux clientes
J'ai une personne qui est venue et elle a eu la chance d'être, comment dire, soutenue par son entourage. Et du coup, ça va vachement plus vite parce que elle, c'est carrément son entourage qui lui a dit, bon, toute ta vie, on t'a dit que tu chantais faux, bah tu sais quoi, aujourd'hui, on va te payer un accompagnement en chant. Comme ça, tu vas apprendre à chanter juste et ça va être génial. Et je trouve ça juste incroyable d'être soutenu par son entourage parce que c'est pas toujours le cas. Surtout quand il faut sortir la carte bleue et que c'est un sacré investissement. Parce que mais c'est pas essentiel de chanter, n'importe quoi. Tu sais, les gens pensent même pas que c'est possible d'apprendre à chanter. Donc, investir sur sa voix, c'est un sacré truc. C'est mais n'importe quoi. Tu vas pas mettre cet argent-là pour investir sur ta voix pour apprendre à chanter. C'est nul. Donc, il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de mes coachés qui le disent même pas à leur entourage qui vont chanter parce que ouais, l'entourage soutient pas, quoi. Donc j'en ai certains où l'entourage soutient et c'est génial, et d'autres où l'entourage soutient carrément pas, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai plusieurs personnes, j'ai une personne en tête là, elle est venue me voir parce qu'elle me dit, écoute Léna, j'ai la voix coincée, j'arrive pas à chanter. J'arrive pas à chanter, il y a rien qui sort, c'est juste l'angoisse, quoi. Et en fait, elle était venue pour un accompagnement de technique vocale, pour que je lui dise, bah écoute, pour que ta voix sorte, il va falloir travailler d'abord sur l'accollement de tes cordes vocales, ensuite on va travailler sur le système respiratoire, le système musculaire, etc., pour, comment dire, travailler mécaniquement sur l'instrument. Sauf que, si l'instrument n'est pas accordé, ça sert à rien de travailler de la technique dessus. Je prends l'exemple d'une guitare. Avant de jouer sur une guitare, n'importe quel guitariste te le dira, il va prendre ce qu'on appelle un accordeur, il va l'allumer, il va faire ding ding ding, et ensuite il va tourner l'espèce de petit bitonio qui est au bout du manche de la guitare pour accorder la note et être sûr que ça sonne juste. Parce que t'as beau connaître la technique de guitare, t'as beau être le meilleur guitariste de l'univers, si ta guitare sonne faux, ça donnera rien. Et moi, j'apparente l'instrument quand on est chanteur, l'instrument, c'est nous. C'est nous l'instrument. Il n'y a pas un instrument externe. La voix, les cordes vocales, elles sont à l'intérieur. Le larynx, il est à l'intérieur. Le système respiratoire, comme on disait tout à l'heure, c'est le transverse, c'est les poumons, c'est le diaphragme. Ensuite, on a le système de résonance, la case de résonance de la voix. Ça va être le pharynx, la bouche, le nez, la petite capacité qu'on a dans les lèvres, etc. Donc en fait, on est notre propre instrument. Et ce que je dis toujours à mes clients et à mes coachés, c'est avant d'apprendre à faire quelque chose sur l'instrument, on va déjà l'accorder, l'instrument. Et comment on accorde l'instrument? On se libère, c'est très dev perso, on se libère de toutes les choses qui ne fonctionnent pas. Et au final, je pense que c'est la même chose en sport. C'est quelqu'un qui veut apprendre à faire des crunchs ou apprendre à faire une planche, alors que on lui a toujours dit qu'il devait cambrer le dos parce que c'était plus joli. Les filles, c'est souvent ça. On doit cambrer et on doit gainer. Sauf que pour certaines positions de sport, ça peut pas fonctionner parce que ça va faire mal. Donc il y a tout un système de réapprendre qu'est-ce que c'est la normalité, réaligner en fait tout avant d'apprendre les nouvelles techniques pour être sûr que ça marche. Et cette coachée, on a été faire un exercice tout au démarrage que j'appelle la forteresse, qui va chercher au plus profond de toi-même quelle est la chose qui t'enferme, qui t'empêche de toi te libérer, mais de libérer ta voix. Et en fait, elle s'est rendue compte, quand on a fait la forteresse, que c'était j'ai pas le droit de faire du bruit. Et en fait, je lui dis, mais ça sort d'où ça? Et elle me dit, en fait, mon père détestait quand il y avait du bruit à la maison. Donc en fait, même quand on se disputait avec ma sœur, mon père était anti-conflit, il nous envoyait dans la chambre, il ne devait pas y avoir de bruit. Dès qu'on riait ou dès qu'on chahutait, il ne devait pas y avoir de bruit. Et en fait, je dis, c'est pour ça que ta voix est bloquée. Il n'y a pas besoin de faire 3 mois de technique vocale. J'ai dit, c'est pour ça que ta voix est bloquée. Et donc, en fait, on a retravaillé là-dessus, sur le fait qu'elle devait s'autoriser à elle-même de faire du bruit. Et en fait, il y a une symbolique derrière ça, de faire du bruit. De faire du bruit, comment dire, d'être validé par les autres, de partager mon opinion en public, c'est ça faire du bruit. De déranger, c'est ça faire du bruit. C'est souvent dans un groupe, on dit, ah non, je vais pas dire ce que je pense, parce que si je dis ce que je pense, ça va déranger, ça va faire du bruit. Donc du coup, je vais rester à ma place. Ben non, en fait, faites du bruit. Dites les choses qui sont peut-être complètement à l'opposé de ce que le groupe pense, mais c'est pas tellement grave. Au contraire, ça va confronter les autres, ça va les amener à réfléchir. Mais voilà, il y a toute cette symbolique, en fait.
de ce que tu disais, de partager ses émotions, de les vivre, etc. Donc il y a toute cette première partie pour moi qui est juste indispensable, d'accorder l'instrument, d'oser aller confronter ce qui fonctionne pas, les croyances limitantes qu'on a, les schémas limitants qu'on a. Et une fois que ça, c'est libéré, aujourd'hui, cette fameuse coachée, elle chante à tue-tête, elle fait des conférences, enfin c'est juste un truc de fou, quoi. Parce qu'on a d'abord, comment dire, accordé l'instrument, elle a ouvert son instrument, et ensuite, je lui ai appris à le maîtriser, cet instrument. Hmm. Ah, c'est grave intéressant. Pour tous ceux qui sont intéressés d'ailleurs par ce que tu fais, je mettrai tous les liens de ton site, etc., ta chaîne YouTube, ton Ah, Insta. c'est cool. On reparlera Instagram après. Ouais, Dans la description, normalement, vous pouvez cliquer maintenant sur les plateformes de podcast. Mais en fait, tu vois, nos deux univers, ils se rejoignent dans le sens ouais, où pour la plupart des gens, pour le commun des mortels, chanter ou faire du sport, c'est pas un truc qui est professionnel, c'est pas un truc qui est rémunérateur. Donc c'est c'est une ça. passion, un hobby, si on peut dire, qu'on fait à côté de son taf et qui te permet justement en fait d'être avec toi-même et d'être voilà dans l'instant présent entre guillemets, Exactement. de ressentir certaines émotions et de se détacher un peu du quotidien et de tout ce que ça implique. Donc c'est vraiment intéressant au final parce que ça amène quelque chose qui est plus intérieur que juste chanter. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va chanter mieux qu'un autre ou moins bien, etc. Mais c'est pas trop l'axe de comparaison qui est important là-dessus. C'est plutôt la façon dont tu ressens les choses et ce que ça t'apporte. Ouais, et je pense que le point commun entre le sport et la voix, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire que dans les deux disciplines, le but, c'est de se dépasser. On arrive avec nos capacités, ce qu'on pense être nos capacités, et en fait, on se rend compte qu'on est capable de bien plus. Je sais pas si tu as eu l'exemple, mais j'en suis certaine, de quelqu'un qui est arrivé dans ton studio, dans ta salle d'entraînement, qui dit, oh bah moi, ouais, non, un gainage, allez, je tiens 30 secondes. Et au final, avec un petit peu d'entraînement, tu te rends compte que la personne peut tenir une minute et demie, quoi, peut doubler, voire tripler son temps. C'est le dépassement de soi. Et je pense que nos deux disciplines vraiment apprennent ça. Et du coup, j'aimerais savoir ce que tu en penses aussi là-dessus, mais ça amène une vraie estime de soi. Ça permet en fait d'amener de la confiance, d'amener de l'amour de soi parce qu'on se dit waouh, je suis pas si nul que ça en fait, et d'avoir une autre image de soi. Une image de ah ben non, je suis pas le dernier de la classe, mais moi aussi je suis capable de me dépasser. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Ouais, T'as bien aussi sûr. ce genre de Bien- cas? Ouais, après, je trouve que pour nous, pour mon cas à moi, c'est encore plus facile parce qu'aujourd'hui, faire du sport, voilà, c'est devenu un peu la norme. Tout le monde fait un peu de sport à son niveau, tu vois, mais les gens se sentent moins jugés de faire du sport. Peut-être que quand ils arrivent dans les salles de sport, je sais pas, si t'es un peu en surpoids et tout, au début, tu te sens un peu regardé, alors qu'en fait, tu te rends compte que les gens, ils en ont rien à foutre du fait que tu sois en surpoids ou autre. Mais c'est un peu plus normal de faire du sport. Chanter, je pense que le fait de prendre la liberté de chanter et se dire, vas-y, je m'en fous du regard des autres, je chante, je fais mon truc. Et c'est rare en vrai, les gens qui prennent des cours de chant, qui font des coachings vocaux, etc. Là, vraiment, Ouais, je pense que tu passes un palier où tu te dis, mais en fait, je fais ce que je veux, tu vois, j'en ai plus rien à foutre de ce que les gens pensent. S'ils sont pas contents exact, que je chante, c'est juste que eux, peut-être, ils sont bridés dans leur intérieur. Mais si moi j'ai envie de chanter, je fais ce que je veux. Du coup, tu t'affirmes encore plus, je pense, via ce que tu fais toi, parce que c'est plus marginal, entre guillemets, hein, c'est absolument pas une critique, tu vois, mais c'est un peu plus restreint comme truc démocratisé aujourd'hui. Si tu prends un panel de gens dans la rue, encore une fois, tu leur poses la question, est-ce que vous avez déjà pris des cours de chant? T'en as pas beaucoup qui vont te répondre oui. c'est vrai. Du coup, je pense que tu t'affirmes encore plus via ça. Et c'est cool, tu vois, comme l'art, comme peindre, c'est tout ce qui est artistique comme ça te permet justement de te dire, mais en fait, je fais ce que je veux. Et généralement, quand tu assumes ce que tu fais, quand tu as Mhm. passé ce cap où tu assumes, il n'y a plus personne qui va se moquer ou qui va juger. Et toi, dans ton plus profond intérieur, tu vas être hyper fier de toi et hyper content, quoi. Ah bah, ouais, parce qu'en fait, c'est le plaisir qui se partage. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple du karaoké. Si tu as quelqu'un qui se prend hyper au sérieux, qui est juste là pour montrer, faire sa performance et montrer qu'il est mieux que tout le monde s'en fout en fait. Alors que quelqu'un qui va pas chanter très juste, qui va pas être forcément sur les temps, mais qui a un sourire comme ça, un maxi sourire, et qui juste prend du plaisir et est avec nous, mais palme d'or quoi. Et c'est là que tu vois qu'il y a un vrai décalage entre euh, enfin, en tout cas, le chant, je pense qu'il y a une espèce de palier à dépasser par rapport au mindset. Et c'est ce que tu disais juste avant. Je pense que quand tu as compris que c'était juste pour toi, que ça te faisait plaisir, et que quand ça te fait plaisir, ça fait plaisir les autres, rideau, quoi. Et que les personnes qui viennent là, les personnes qui chantent bien pour essayer de défendre un truc, montrer qu'ils sont bien, montrer qu'ils sont mieux que tout le monde, montrer avoir ce besoin de reconnaissance et ils viennent sur scène ou ils chantent au karaoké parce qu'ils ont ce besoin de reconnaissance. Regardez-moi, écoutez-moi, applaudissez-moi. Il y a un vrai problème parce qu'il n'y aura pas l'effet escompté. J'ai une de mes coachées
qui fait des concours de chant. Et une fois, elle est venue en pleurs en coaching en me disant, mais Elina, je ne comprends pas, tout le monde se fait applaudir sauf moi. Ils ont des standing ovations et moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que c'est Enfin, pourtant, je chante super bien, c'est quoi le délire? Et moi, je lui ai simplement dit une seule phrase. J'ai dit, à partir du moment où tu prendras du plaisir toi et où tu le feras pour toi, il y aura une différence. Sois égoïste. Prends du plaisir toi, n'attends pas quelque chose de ton public. Elle a appliqué ça la semaine dernière, elle a eu un standing ovation, elle a gagné la première place. Parce qu'en fait, je pense, et c'est pour tout dans la vie, il y a vraiment un déblocage de mindset à avoir. Et je prends aussi l'exemple, on s'est rencontrés, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas dans ce podcast, qui vont écouter, on s'est rencontrés dans un mastermind, on est ensemble dans un mastermind business. Et moi, ça m'a frappé, tu vois Thomas, que dans ce mastermind business, tout le monde chantait. Je te promets que ça m'a perturbée parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? J'ai jamais été dans un rassemblement de personnes où le soir, tout le monde venait, puis tout le monde chantait, un petit peu n'importe comment, mais tout le monde se rassemblait pour chanter. Ça m'a particulièrement perturbée parce que je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et je pense que on a un tel niveau de mindset parce que, à un moment donné, quand on veut développer son business, on prend des risques, on se remet en question, voilà, il y a plein comment dire, de blocages mindset sur lesquels on est passé au-dessus. Et je pense que du coup, tu vois, dans ce groupe, on est arrivé à un tel stade de mindset qu'en fait, tout le monde s'en fout, tout le monde chante, ça nous fait tous plaisir, on était tous là à chanter La Boulette de Diams ou à chanter Sous le vent de Céline Dion, et c'était ultra cool, quoi. Et je pense qu'effectivement, il y a un niveau de mindset, je pense, où à partir d'un moment, comme tu le disais, tu t'en fous, tu chantes et ça te fait juste plaisir et tu t'en fous du regard des autres. Donc, très clairement, je pense qu'il y a ce déblocage-là à avoir. Ouais, mais c'est sûr, mais c'est ça qui te fait vivre, tout simplement, tu vois, dans notre société actuelle, de pas se sentir jugé, ou du moins, tu sais, peut-être qu'il y a certaines personnes qui te jugent, mais tu sais que c'est minime et tu t'en fous en vrai, parce que toi, tu sais que ton plaisir, il est plus important que ça. Donc ça, c'est super intéressant. C'est génial. Bon, avec tout ce que tu nous dis là, on se rend bien compte quand même que tu es une fine pédagogue et une fine coach, plutôt que professeur, ça c'est mieux. Ouais. Tu exprimes tout ça via plein de contenus que tu offres aux gens gratuitement, hein. Tout ce qui est sur YouTube, etc., c'est gratuit. Il faut le rappeler. C'est très important de le rappeler d'ailleurs. Comment Mm. tu fais pour créer autant de contenu? Pour resituer un tout petit peu, tu vois, on s'écarte un peu du sujet de la musique directement, Non, mais bien sûr. pour ceux qui ne savent pas, bon, déjà, allez vous abonner à la chaîne d'Elena sur YouTube. Tu as publié tous les jours Ouais. une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si tu continues à faire tous les jours là. On continue à faire tous les jours, ouais. Après, toi, tu triches, tu comptes les shorts comme une vidéo, mais moi, je compte pas comme. Non, je rigole. Alors, du coup, on est T'as ouais, publié tous les jours. Comment tu fais pour les créateurs de contenu qui nous écoutent, parce qu'il y en a pas mal, pour mm, être aussi productive? Ça, c'est assez impressionnant. ouais. Je me reconnais là-dedans, parce que voilà, nous aussi, on publie tous les jours, mais sur des plateformes différentes. Comment tu fais? Comment tu t'organises? Parce que tu taffes à côté, tu fais pas que faire des vidéos YouTube. Comment tu Ouais. fais ça? Alors aujourd'hui, juste pour reprendre le fil, aujourd'hui, bon, j'ai une équipe qui m'aide, mais on est présent du coup sur TikTok, Insta, Facebook et YouTube. Et sur ces plateformes-là, on publie une fois par jour, sur toutes les plateformes. Alors, on va remonter juste à la genèse de l'histoire. J'ai ouvert mon business en 2013. Euh, je sortais du bac, j'avais mon bac frais en poche, parce que je crois qu'on est de la même année, on est de 94 tous les deux. Exactement. Team 94. Et Yes. donc, du coup, bac en 2000, en 2012. En 2013, j'ouvre mon business parce que c'est ce que je voulais faire de coaching vocal. Et j'ai du coup gardé mon business pendant 7 ans en local à Strasbourg, dans la ville où j'habitais en France, la ville où je suis née. Et Covid arrive, tout s'effondre, tous les contrats et le bouche à oreille et le sweet spot que j'avais à Strasbourg où finalement j'avais besoin de rien faire, les clients venaient à moi par le bouche à oreille et par ma réputation. Donc voilà, j'avais rien à faire. Les clients venaient à moi, c'était super confortable. Et du jour au lendemain, Covid, je faisais que du présentiel, tout s'arrête. Et là, ça a été un peu la catastrophe parce que j'ai coulé ma boîte, en fait. J'avais plus de clients. J'essayais de me renouveler. J'ai appris comment faire en ligne, mais les clients que j'avais en présentiel ne voulaient pas passer en ligne. Donc en fait, j'ai essayé et je me suis dit bon, pour me faire la main pendant le confinement, je vais faire des ateliers une fois par jour. J'avais rien à faire. Je me suis dit je vais contribuer. Je proposais via ma communauté qui à cette époque-là n'était que sur Facebook. J'ai proposé un atelier tous les jours gratuit sur Zoom pour que les gens puissent apprendre à chanter, etc. Et en fait, j'ai eu 200 inscriptions en 1 heure pour ces ateliers gratuits.
Et je me suis dit, trop stylé, quand après je vais lancer mes petits coachings individuels payants, ben, ça va marcher, quoi. J'ai eu zéro vente. Zéro. Pourtant, c'était 30 euros les 30 minutes, hein. C'était vraiment bas, bas de chez bas. Rien du tout. J'ai même essayé de lancer du coaching de groupe à 10 euros la séance. J'avais personne qui s'inscrivait. Donc là, je me suis dit, bon, ok, chaud, chaud, chaud. Les gens sont là pour du gratuit et il n'y a plus personne qui est là pour du payant. Donc ça m'a fait un peu mal et je me suis dit, bon, comment je vais faire pour remonter ma boîte? Surtout que le chant, bah, en présentiel, pendant très longtemps, on n'a pas pu le faire parce que, spoil alerte, hein, quand tu chantes, tu craches sur la personne. Alors ça se voit pas, mais c'est plein de petits postillons, même quand on parle, tu vois. Donc du coup, pour Covid, c'était pas du tout Covid-proof. Donc du coup, c'était très compliqué de pouvoir continuer à le faire. Donc, il a fallu trouver une solution et j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi et je me suis dit, mais Elena, est-ce que à la place de faire des ateliers tous les jours sur Zoom, tu pourrais pas enregistrer ce que tu dis? Comme ça, en fait, tu le mets sur YouTube et puis en fait, les gens viennent juste se servir, puis c'est là. Ils ont juste à venir visionner la vidéo plutôt que de le faire entre quatre murs sur Zoom avec un petit groupe de personnes. Bah, autant, pareil, le faire une fois, puis le mettre sur YouTube, comme ça les gens vont se servir. Et de là m'est venue en fait l'idée de faire une chaîne YouTube. Donc du coup, je me suis formée, j'ai acheté une formation. Et dans la formation, le coach, qui est Alexandre Cormon, le coach numéro un en love coaching sur YouTube, disait, bah, si vous voulez percer, c'est une vidéo par jour. Moi, j'étais pas du tout dans la perspective de faire une vidéo par jour. C'était il y a 2 ans. Je me rappelle encore, j'étais pendant la période de Noël. J'étais en train de manger sa formation et de me former. Et là, j'ai eu un gros fou rire en mode, non, mais pas du tout, en fait. Une vidéo par jour, oubliez-moi, c'est pas du tout pour moi. Et puis, bah, à un moment donné, je me suis quand même dit, bon, Elena, tu as envie que ça marche, tu as envie de réussir. À un moment donné, donne-toi les moyens. Enfin, c'est du mindset, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de solution. Si tu veux que ça marche, donne-toi les moyens. Donc, janvier 2021, donc il y a bientôt 2 ans, je tourne 60 vidéos en 10 jours. Donc, je tourne 6 vidéos par jour en 10 jours. Et je me dis, bon, bah, let's go, on y va. Et février, fin janvier, je prépare mes miniatures, je fais mes montages, je fais mes descriptions, etc. Fin février, le 22 février exactement 2021, je lance ma chaîne YouTube, je lance ma première vidéo. Au bout de 4 jours, donc je publie une vidéo par jour, au bout de 4 jours, j'ai ma première cliente. Et là, je signe mon accompagnement. À l'époque, c'était un accompagnement individuel sur 3 mois à 1700 euros. Moi, c'était complètement fou, je signe ça. Et je pense qu'en fait, quand tu vois que le système fonctionne, quand tu as le feu aux fesses, parce que moi, à ce moment-là, j'avais déménagé en Italie, j'étais dans un petit studio de 17 mètres carrés où j'avais pas de chauffage. Je pense que quand tu as le feu aux fesses, tu travailles. Et je pense que pourquoi ça a fonctionné et comment je fais pour produire autant de contenu, c'est qu'à un moment donné, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais. Je sais que ça me rapporte aujourd'hui de l'argent. Je sais que ça m'a permis de développer mon entreprise et qu'à un moment donné, on n'a rien sans rien. Et que j'ai développé aussi un système de batching qui fait que j'arrive à être efficace dans ma production. Je vais en parler évidemment juste après. Mais là, pour te donner un exemple, lundi, mardi, j'ai mon vidéomaker qui est venu. On a tourné ensemble 50 vidéos en 2 jours. C'est juste un système de batching en fait. Et quand tu sais, quand tu as ce système-là en place, tu arrives à produire du contenu de manière efficace. Et donc, ouais, là, depuis le 22 février, on a publié une vidéo par jour sur YouTube. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés. Je pense qu'on va les passer là début janvier. 100 000 abonnés, 3 millions de vues en presque 2 ans sur YouTube. Donc, c'est juste une question de bien s'organiser et de savoir pourquoi tu le fais. Parce que quand tu sais pourquoi tu le fais, il n'y a pas de problème. Tu le fais. Je pense que c'est important. Je suis bien d'accord. C'est assez impressionnant. Je me retrouve là-dedans, mais les gens me prennent pour un ouf, tu vois. Mais je Ah me ouais, retrouve pas mal là-dedans. Moi, je peux tourner beaucoup de vidéos en une journée. Il faut juste après pouvoir s'organiser pour monter, parce qu'en vrai, tourner, ça va. Monter, c'est un peu plus chiant. Quand tu es accompagné, c'est quand même mieux, mais au début, tu fais les petites mains, hein. Tu fais le taf tout seul. Moi, c'est ce ouais, que je continue à faire sur pas mal de contenu, que je monte tout ouais. seul. Des fois, je délègue, ça va vraiment dépendre. Mais c'est quelque chose qui se fait bien, encore une fois, quand tu as tout dit, hein, quand on sait pourquoi on le fait. Si on le fait juste pour le faire, et qu'il C'est n'y a pas ça. trop d'intérêt derrière, que ce soit un intérêt business ou pas, hein, là C'est n'est pas ça. la question. Exactement. Exactement. C'est pas, Faut que voilà, le c'est pourquoi pas soit productif. fort. Hmm. Faut que le pourquoi soit fort. Tu vois, j'en discutais hier avec une de mes concurrentes, je mets des gros guillemets là-dessus, une de mes collègues YouTube, qui est dans la même niche que moi et qui est devenue mon amie. Et on en parlait justement parce qu'on est les deux présentes dans la niche à publier tous les jours et tous les autres, ils publient un peu moins et du coup, ils n'ont pas de vues. Et donc, tous les autres de la niche nous demandent, mais les filles, comment ça se fait que vous avez autant de vues et d'abonnés? Bah, les mecs, on publie quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas de secret. Et elle m'a raconté qu'une
collègue ou concurrente de la niche lui avait dit, oh non, non, mais moi, je vais prendre une agence marketing, moi, je vais faire une petite vidéo par semaine, puis ça va suffire, ça va m'amener des clients. Je pense que ça fonctionne pas parce qu'il y a aussi une mécanique de pourquoi tu le fais. Moi, je le fais pas. De base, je l'ai pas fait pour avoir des clients. De base, j'étais en plein Covid, j'avais envie de partager mon savoir, j'avais envie d'échanger avec les gens. Et je pense que le fait que ça a relancé mon business et le fait que ça m'a apporté des clients, quelque part, c'est ma paye. C'est ma paye de je partage et je suis généreuse avec les gens. Moi, je pense qu'il faut le voir comme ça. Si tu es juste là en mode, bon, bah, je publie une vidéo par semaine, puis après, je mets de la thune sur quelqu'un dans le marketing qui va me booster ma vidéo pour que ça m'amène du monde, bah, faut pas être dupe, en fait. Les gens vont comprendre l'intention de ta vidéo. Si l'intention de ta vidéo, c'est venez acheter chez moi, personne va venir acheter. Si l'intention de ta vidéo, c'est ben, je partage juste ce que je fais parce que ça va vous aider et tant mieux si ça vous aide et si vous n'avez pas besoin de moi et d'acheter, si vous pouvez pas acheter, c'est pas grave. Je pense que c'est là que ça fait la différence. Et donc, c'est l'intention avec laquelle tu crées ton contenu. Est-ce que c'est pour devenir célèbre? Parce que on est OK, il n'y a pas de problème avec le fait de devenir célèbre, mais je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est comment dire, la contribution saine, tu sais, sans mauvaise intention derrière. Bien sûr. Il faut prendre le fait de devenir connu, célèbre, etc., comme une rétribution, comme un salaire, comme un juste dû. Mais je pense que si tu vas avec tes gros sabots en mode je veux être célèbre, etc., bah, c'est pas, tu sais, on le sent. Et du coup, Hmm. c'est pas, je sais pas, il y a un truc qui sonne faux, tu vois, pour le coup. Là, ça sonne faux, vraiment. Et ouais, je pense que si tu y vas avec une vraie générosité, les gens le voient, s'abonnent, s'accrochent à toi. Et le C'est jour sûr. où ils auront besoin de toi, ils se souviendront que c'est chez toi qu'ils ont envie d'investir, tu vois. Ouais, puis Donc, ils se reconnaissent dans ce que tu fais et puis ça leur parle, quoi. Tu cibles ouais. les bonnes personnes parce que t'es toi-même et que t'as ton vrai discours. Tu vois, moi, c'est marrant, les gens nous disent pas mal quand ils nous voient en formation, en physique, surtout à Mm. moi. Ouais, mais en fait, t'es pareil sur les réseaux que dans la vraie vie. Mais Ouais. ouais, mon gars, évidemment que je suis pareil sur les réseaux que dans la vraie vie. Moi, quand je prends mon téléphone pour mettre une story ou une vidéo, je fais comme si je parlais à un pote. Pour moi, il y a aucune différence. Je suis pareil, il n'y a aucune différence, vraiment rien n'est calculé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Certes, ça pourrait peut-être mieux fonctionner si on jouait un rôle, et encore, je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas la façon dont on voit les choses. Je rebondis à ce que tu as dit. Est-ce que toi, Ouais. tu as envie d'être célèbre? On en a discuté vite fait la semaine dernière, tous les Ouais, deux. c'est vrai quand on s'est vu. Ouais. Est-ce En que tu as envie fait, d'être célèbre? si je suis très honnête, je pense que j'ai envie de te dire oui. Mais je sais pourquoi j'ai envie d'être célèbre. Je pense que j'ai pas envie d'être célèbre parce que j'ai un besoin de reconnaissance, besoin qu'on me voit, besoin de briller. Au contraire, je pense que ça, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression de mal le vivre. En fait, j'ai cette envie-là parce que j'ai envie de diffuser les bons messages. En fait, je te donne un bête exemple, mais je pense que sur YouTube, tout le monde attend que je dise et que je crache sur mes concurrents. Et tout le monde attend à ce que je sois en guerre avec eux et que je dise moi je suis la meilleure et nanana. Et c'est pas du tout mon discours. Tu vois, moi, l'une de mes concurrentes numéro un avec qui tout le monde me compare tout le temps et tout le monde me met comment dire, en comparaison et en face à face, je l'invite tout le temps sur ma chaîne. On fait des vidéos toutes les deux ensemble, tu vois. Et en fait, il y a plein de gens dans les commentaires qui disent mais waouh, c'est un truc de fou. Vous auriez pu vous entretuer et en fait vous êtes copines et vous faites les choses ensemble. Et je te jure que ça, moi, ça me fait trop du bien parce que j'ai envie, tu vois, de véhiculer d'autres choses. J'ai envie de véhiculer d'autres messages. Et en fait, je pense que j'ai envie d'être mis en avant pour ça. Pour ça, pour dire aux gens, non mais stop en fait, arrêtez de vous entretuer, c'est pas ça la vie en fait. Et, euh, et ouais, et je pense que j'ai aussi envie d'être célèbre entre guillemets parce que je sais que j'ai une méthode qui marche. Et quand je vois des personnes être mises en lumière, arnaquer les gens, vendre des programmes qui fonctionnent pas. Ah, Euh, ça rend fou, ça. je te jure que ça me rend fou. Et enfin, ça me rend folle pour le coup. Et je pense que j'ai cette envie-là, un peu comme, tu sais, comme Superman. Genre, Hmm. il a pas envie d'être connu pour être connu, mais il a juste envie d'être connu parce que il sait qu'il fait du bien autour de lui et que les gens vont faire appel à lui parce que bah, il est bien dans ses baskets. Alors, pour comment dire, pour anticiper les questionnements, j'ai pas le syndrome du sauveur, clairement pas, hein, tu sais, le fameux triangle sauveur, bourreau, victime. Je pense pas avoir le syndrome du sauveur,
mais j'aime juste profondément aider les gens. Et je pense que si je peux être mis en lumière justement pour aider les gens et les amener dans le bon sens, sans vouloir être une gourou, sans vouloir être, tu vois, tous ces trucs-là de je vous montre la voie. Non, en fait, je te mets sur un plateau à disposition des trucs. Si ça te plaît, tu les prends. Si ça te plaît pas, tu les prends pas. Mais ouais, je pense que ça me plairait, mais pour ça. Et pas pour avoir une grosse baraque, snober les gens dans la rue, avoir des grosses lunettes. Et je pense que quelque part, ça me fait peur parce que j'ai ces repères-là, moi, de gens qui sont connus, tu vois. Hmm. Et je pense que, pour rebondir sur ce qu'on avait discuté la semaine dernière, où ça m'écartelait un peu cette histoire, je pense qu'avec réflexion, j'ai besoin de me construire mon paradigme à moi de c'est quoi la personne qui m'inspire à devenir et à être connue. C'est quoi mes valeurs, c'est quoi être comment avec les gens dans la rue. Tu vois, quand j'entends des gens, ah bah ouais, mais je sais pas, moi, j'ai dit une bêtise, mais Gérard Jugnot, je l'ai vu dans la rue, il m'a snobé, machin. C'est pas ça, moi, mon paradigme de la personne connue, tu vois. Au contraire, c'est de se remettre à sa bonne place, de servir les gens et de se rappeler que c'est grâce aussi à eux qu'on a cette exposition et c'est important de remettre les choses bien à leur place, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais Ah, si, voilà. carrément. Carrément. Est-ce que y a des gens qui te reconnaissent dans la rue ou n'importe où, dans des endroits publics, on va dire? Ouais, ça m'arrive, mais c'est pour être complètement honnête et transparente, c'est souvent des gens qui sont dans le milieu de la voix Mhm. et de la musique, tu vois, parce que faut aussi je pense qu'on redescende un petit peu tous les pieds sur terre et se dire que on est connu avec des gros Dans notre guillemets. niche, ouais. Ouais, bien sûr. Exactement, dans notre niche. Mhm. Enfin, tu vois, et en toute transparence, quand je parle de Richard Cross, qui pour moi est ultra connu dans la niche parce qu'il a fait la Starac et compagnie, quand je parle des gens et je dis le nom de Richard Cross, personne ne le connaît. Moi, je suis là, quoi? Vous connaissez pas Richard Cross? Enfin, pour moi, c'est mon Zidane, tu vois? Donc, voilà, dans ma niche, Richard Cross, c'est trop une star, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut juste remettre les pendules à l'heure aussi et se dire, bah Mhm. ouais, on est connu, mais dans notre niche. Et Bien c'est sûr. pareil pour les youtubeurs. Tu sais, il y en a qui sont connus, mais dans leur niche de youtubeur, dans leur niche d'humour, dans leur niche de react, dans leur niche de, je sais pas. Tu vois, je prends Poppy, je sais pas si tu la connais sur TikTok, qui goûte plein de choses. Bah, moi, je la connaissais pas il y a 3 semaines, et c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Et en fait, c'est une TikTokeuse, je crois qu'elle est aussi sur YouTube, qui fait des tests sur Instagram où elle mange, elle teste gustativement des choses et elle donne son avis. Bah voilà, c'est des niches. Et pourtant, elle a 3 ou 4 millions sur TikTok, tu vois. C'est un truc de fou. Et elle est ultra connue dans sa niche. Et je pense qu'il faut ouais, ne pas oublier qu'on est connu dans notre niche. Mais oui, quand je vais dans des magasins de musique ou quand je rencontre des gens dans l'univers de la musique, je suis super surprise. Moi, ça me dépasse un peu de savoir que les gens disent ah bah ouais, bah c'est Elena de YouTube. Ah bon? Ah bah salut, tu vois. Ouais, je pense que ça m'a un peu dépassé parce que je voulais pas trop regarder, tu sais, ah non, bientôt 100 000, ouais, tu sais, pour moi c'est un jeu, j'arrive pas à me rendre compte de ce que c'est 100 000 personnes, tu vois, et 3 millions de vues, 3 millions de vues, j'arrive pas à me rendre compte non plus de ce que c'est, tu vois, ça me T'as bien dépasse un peu. résumé, ouais. T'as bien résumé c'est un jeu. Tu vois, pareil, nous, la semaine dernière, il y a un de mes anciens collègues qui m'envoie un message. Ouais, les gars, énorme, vous êtes bientôt à 50 000 abonnés sur Instagram, etc. Je dis, ouais, mais c'est rien, tu vois. Enfin, je dis, c'est rien. Et lui, il me dit, mais tu te rends pas compte, c'est énorme. Et en fait, je me dis, si j'avais vu ça il y a 3 ans, j'aurais dit, ouais, Ouais, 50 000, c'est énorme. Aujourd'hui, 50 000, pour moi, c'est pas fictif parce que les gens, on en voit pas mal en vrai, tu vois, quand on fait des ouais, formations ouais, présentielles. ouais. Mais c'est un jeu, quoi. C'est rien. C'est un chiffre. Tu vois, on va pas, Non, dans la vraie vie, complètement, je vois pas 50 000 personnes par jour, tu vois. complètement. Et puis c'est aussi pour décomplexer nos auditeurs, là, du podcast, et dire, mais en fait, on est des gens comme vous. On a aussi des peurs, on a Ça, c'est aussi des sûr. croyances, on a aussi des jours où ça marche pas, il y a aussi des jours où on n'est pas motivé. Voilà, c'est un Non, c'est pas vrai. Moi, je suis toujours motivé, là. C'est faux. bon, ok, d'accord, je parle pour moi. Non, mais voilà, c'est un chiffre et je pense qu'il faut juste, comment dire, voir ce chiffre comme un investissement et un travail qu'on a fait. C'est comme Ouais, c'est quand plus tu, ça, ouais, t'as raison. tu vois, quand tu passes sur l'autoroute, en tout cas chez moi en Alsace, dans ma terre d'origine, quand tu passes sur l'autoroute, tu vois les champs de maïs. En fait, c'est la même chose. C'est comme ben, l'agriculteur qui dira, ah bah dis donc, t'as beaucoup de maïs toi cette année. Ben ouais, parce que j'ai semé, parce que j'ai arrosé, parce que je suis passé dessus et j'ai mis de l'engrais. Et c'est la même chose pour des communautés. En fait, des communautés, c'est ça. Faut pas se leurrer. C'est pas parce que tout d'un coup il s'est passé un truc. C'est juste parce qu'on a travaillé dans ce sens-là. On a mis des stratégies en place, on sait quoi faire pour faire grandir une communauté, et c'est pour ça qu'on en a une aujourd'hui. Donc tout ça aussi pour dire à nos auditeurs, c'est quelque chose qui vous donne envie,
bah, en fait, il y a juste à travailler et vous pouvez vous aussi faire grandir une communauté sur Instagram, sur YouTube. C'est pas un truc réservé à une élite, quoi. Il suffit juste d'être passionné suffisamment et de vouloir suffisamment partager avec un groupe de personnes ce qui vous anime et ensuite de mettre en place des stratégies, mais c'est carrément accessible, quoi. Donc, C'est clair, c'est clair. Très intéressant tout ça. Elena, on va passer à l'avant-dernière partie du podcast. Je vais te faire une liste de valeurs. Ça va être intéressant pour toi, je pense, même si tu te connais ouais, déjà, mais carrément. ça va rejoindre pas mal de choses. Je te fais une liste de valeurs. Tu dois m'en garder 3 Ok, parmi toutes celles que je vais te citer. Donc, soit ça tu marche. notes sur ton téléphone, soit tu notes sur un papier, peu importe, comme tu veux. Je vais essayer de pas trop t'en donner. Ça Et tu me gardes les 3 vraiment qui te parlent le plus. Et c'est pas marche. facile comme test, mais si jamais tu Mm. as du mal, ben, tu prends celle qui réunit les autres. Ça va être plus simple pour toi. T'es prête? Je suis prête. Allez, let's go. Ambition, amour, attention, authenticité, autonomie, bienveillance, combativité, créativité, efficacité, équilibre, excellence, exemplarité, famille, franchise, générosité, humour, liberté, justice, pédagogie, performance. On arrive bientôt à la fin, t'inquiète pas. Mm. Sincérité, travail, et je vais te mettre en dernier tolérance. Si tu devais m'en garder 3 parmi toutes celles-là, lesquelles tu garderais? Bon, j'ai envie de toutes les garder déjà pour commencer. C'est jamais Alors, facile. alors c'est super drôle parce qu'il y a deux valeurs que tu as citées qui sont dans mes valeurs d'entreprise, c'est l'efficacité et l'excellence. Parce que dans l'efficacité et l'excellence, on peut mettre le travail, on peut mettre la justice, on peut mettre la liberté, on peut mettre, on peut mettre la générosité parce que pour moi une excellence c'est quelque chose de généreux. On peut mettre tout ça. On peut mettre l'autonomie aussi parce que quand tu es efficace, c'est que tu as réussi à être autonome. Donc ouais, je garderai efficacité et excellence parce que ça fait vraiment partie de mes valeurs depuis toujours. Et je garderai en dernier, alors le dernier que j'ai dans mes valeurs d'entreprise, c'est la valorisation, le fait de valoriser l'autre, de le mettre en avant, puis de se rendre compte de sa valeur. Mais du coup, là, euh, je vais garder authenticité. J'hésitais entre ambition et authenticité, mais en fait, je pense que en fait, pour obtenir le résultat que tu veux dans ton ambition, il faut que tu restes authentique. Et pour moi, je pense que c'est plus fort de rester authentique que d'avoir de l'ambition. Parce que de l'ambition sans être authentique, pour moi, ça fonctionne pas. Donc ouais, je garderai l'authenticité qui est ultra importante. On en a parlé tout à l'heure pour la voix, pour connecter avec les gens, pour rester soi-même. Et je pense que tu réussis quand tu restes toi-même. Je sais pas si toi tu as vécu ça aussi, mais quand tu essayes de faire comme quelqu'un, d'imiter quelqu'un, d'être quelqu'un d'autre, ça fonctionne pas. Donc ouais, authenticité, efficacité et excellence. Je garderai ça. Magnifique, C'est magnifique, dur, ça me hein? va. Ouais, mais C'est dur. franchement, t'es une des plus efficaces depuis Ah, mais le parce temps que que je fais le c'est podcast. C'est un truc obligatoire à la fin. T'es une des plus efficaces mais parce parmi que tous les ça fait gens que j'ai eus. partie. Ouais, ça fait Ouais, bien partie de mes. sûr. Moi, Tu j'aime connais, bien hein. tac, 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 tac. Ça va, on est Hmm. clair, on y va. Bien sûr. Après, c'est des valeurs sur lesquelles tout le monde pourrait mettre, tu vois, Bien dire sûr, oui, ça me bien parle. sûr. Mais ce qui est important, c'est la façon dont tu les définis et tu l'as très bien dit. Et de toute façon, généralement, tes propres valeurs sont celles de ton entreprise quand tu es Ouais, le vrai fondateur. ouais. Ça va souvent avec. Mm. Certes, c'est un petit peu plus professionnel, donc il y a des trucs qui peuvent être un petit peu différents, mais généralement, ça se ressemble vachement, donc très, très intéressant. On va passer à Ok. la toute dernière partie qui va être un peu plus light, un peu plus facile. Je vais Ouais. te proposer 2 choix. Je vais Mhm. te mettre 2 trucs en concurrence. Ou Mhm. alors une question très simple. Tu me réponds le plus rapidement possible ce qui te passe par la tête. Et généralement, ça va être spontané, donc ça va être assez réel. OK? Réponse courte, quoi. Réponse courte, Ouais, rapide. Il n'y ça a pas de marche. piège, t'inquiète. Il n'y a pas de piège, t'inquiète. Bah allez, c'est parti. Plaisir coupable, genre un son où tu te sens, une musique où tu te sens jugé, mais que tu kiffes de ouf. Euh, Euh, qu'est-ce que Céline Dion, c'est pas tout le monde kiffe Ouais, ou tout le tout monde le kiffe monde. Céline Dion, ouais. Ouais, Ah, à non, peu près, ouais. plaisir coupable, une musique qui a un peu la honte. Euh,
C'est pas Si, facile, c'est pas facile. il y a une chanson que j'adore, mais bon, ouais, tout le monde se fout un peu de ma gueule si quand même je la mets. Alors, c'est une chanson de la gagnante de l'Eurovision que j'adore. Parce qu'il y a une cause qui me tient particulièrement à cœur, c'est la cause des femmes, MeToo et compagnie, ça me parle beaucoup. Et il y a une gagnante de l'Eurovision qui avait fait une chanson qui s'appelle Toy. Et dedans, elle fait la poule. Et j'adore cette chanson. Alors, tout le monde me dit à chaque fois, c'est quoi cette chanson? Elle est trop bizarre. J'adore cette chanson. Bref, c'est un peu mon plaisir coupable. Bon, j'en trouve pas d'autres là tout de suite, mais j'aime bien parce qu'elle fait un son très bizarre de poule à un moment donné. Et j'adore Comment elle la symbolique s'appelle? Comment elle s'appelle cette meuf? toy de Netta. Et ça Neta, fait ok. le refrain I'm not your toy. Dun, 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 tadadun. C'était l'Israélienne qui avait chanté ça. J'adore. Ok. Tire ça. J'adore. Bon, on ira écouter ça. Très bien. YouTube ou Instagram? J'adore Insta et YouTube. Chanter Les dans yeux. la voiture ou sous la douche? Ah, sous la douche, ça résonne. Tu sais, t'as le côté résonance du carrelage. Ah ouais, sous la douche. Yes. A cappella ou avec la musique? Non, avec des musiciens, c'est carrément mieux. Ouais. Live ou studio? Live. Live, t'as les gens en face de toi, c'est incroyable. Ouais, live. L'avant-dernière question qui est très importante. Pizza ou Ouais. burger? Oh, oh, ah, tu sais, moi, j'ai habité 2 ans à Milan, donc pizza, mais là, en ce moment, j'habite à Miami, burger, quoi. Ah là là, ça dépend de là où je suis. Aux États-Unis, jamais de pizza. En Italie, jamais de burger. Donc, moitié-moitié. Pizza, Ah ouais. burger. Les Ah, c'est deux. chaud ça. C'est chaud comme Ah réponse. ouais, trop dur, j'adore les deux. Trop dur. Faut Et les la deux. question la plus importante, Céline Dion ou Maria Carey? Céline Dion. Ah, mais 1000 fois. Pour le mindset, c'est. Maria Carey, elle se la raconte trop. Céline Dion, elle est simple. Moi, j'aime les gens simples. Céline Dion. Big up à Céline, elle a l'air un peu fatiguée en Ah ce ouais. moment, il me semble. Ah ouais, Donc, ma biche. Mm. Ouais. force à Céline. Bon, Elena, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à passer à nos auditeurs? Eh bien, écoute, moi, j'ai toujours le même mot de la fin que je dis sur toutes mes vidéos YouTube et j'aimerais bien vous le partager parce que c'est hyper important de garder cette espèce de mantra. Ce que je dis tout le temps, c'est croyez en vous, tout est possible. Parce que tout est possible seulement quand on croit en soi. Donc, j'aimerais vous garder avec cette phrase. Croyez en vous. Si vous y croyez pas suffisamment, fake it until you make it. Voilà, faites genre quoi. Croyez-y et vous allez voir, tout sera possible. Donc, C'est bien merci dit. beaucoup, Thomas, pour ton invitation. Avec plaisir. Allez-y, hein, les gars, croyez-y. Voilà, vous pouvez aller chercher ce dont vous avez besoin, que ce soit dans le sport, dans le mindset ou dans vos projets ou dans vos ambitions. Voilà, croyez en vous, tout est possible. Je terminerai avec Les ça. gars et les filles, parce qu'il y a beaucoup de meufs qui nous Ah, écoutent, et plus de filles on que va de aller mecs, bien, je là. pense. On Ouais, y va aller franchement, on a bien. beaucoup de filles. Je pense que tu auras une petite vague d'abonnés après ce Avec petit plaisir. podcast. Avec plaisir. C'était Merci en aussi tout cas. l'intérêt, parce que tu voilà, es passionné par ce que tu fais. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, je pense. Les amis, si vous avez kiffé l'épisode, notez-le, si possible. Enfin, notez le podcast en soi, parce que vous ne pouvez pas noter l'épisode, mais notez le podcast. Mettez-nous 5 étoiles. Si vous n'avez pas kiffé, mettez-nous 0 étoile. On accepte la critique, mais je pense que si vous êtes là encore après 1 heure et demie, c'est que vous avez kiffé. Allez suivre Elena sur tous ses réseaux sociaux. Je mettrai les liens dans la bio. Si vous êtes intéressé par ce qu'elle fait, pour ses coachings, etc. Pareil, vous aurez le site. Allez regarder. Encore une fois, c'est pas une professeure, c'est une coach. Donc ça c'est génial et ça apporte plein de valeur pour ceux qui aiment chanter et on aime tous chanter, sauf les gens un peu chelous, évidemment. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe où que vous écoutiez ça, prenez du plaisir, faites-vous confiance et faites ce pourquoi vous êtes fait. C'est le plus important. Salut tout le monde.